Bon, mais moi, je suis évidemment ravi d'être avec vous. Je remercie évidemment voilà, toutes les personnes qui m'ont permis d'animer ce point-là aujourd'hui. C'est quelque chose qui n'était pas prévu, pour tout vous dire, il y a une quinzaine de jours, qu'on a fait là et sur lequel j'espère vous allez prendre beaucoup de plaisir. Et je tiens à dire, pour commencer, pour démystifier aussi un petit peu le sujet, que évidemment, cette présentation elle est accessible à tous. Donc, c'est-à-dire que vous soyez totalement novice sur le sujet, que vous en ayez juste entendu parler à la télé, ou même si vous possédez de l'expertise, j'ai bon espoir que vous y trouviez tous et toutes votre compte. Donc la mission qui, moi, m'est confiée aujourd'hui, en effet, elle est un peu périlleuse, puisqu'on va cibler tout type de population, tous les métiers, mais on a un enjeu de vulgarisation qui est très très fort sur un sujet qui, depuis un an et demi, vous l'avez sans doute évidemment remarqué, c'est pour ça que vous êtes là, devient pour moi ce qu'on appelle un phénomène de société, le narratif du moment. C'est ce qu'on entend tous et toutes parler, et qui commence aussi à bousculer un petit peu nos habitudes. Donc, comment on va faire tout ça? Vous verrez, pour argumenter mes propos, je vais aussi vous donner beaucoup de chiffres. On va essayer de démystifier tout ça tout au long de la présentation. On va essayer de les faire parler. Et puis moi, ce que je vais essayer aussi de faire, c'est de vous faire interagir par rapport à ça. Je vais essayer de vous questionner. Peut-être je vais pas répondre à tout, mais en tout cas, l'IA, c'est quelque chose qui doit vous permettre de vous questionner, et un élément sur lequel, je l'espère, d'ici une petite heure, vous puissiez repartir avec un certain nombre d'éléments de réponse. Alors, pourquoi la page ne change pas? Hop, attendez, bougez pas. Ouais, si c'est tout. Normalement, ça a dû changer de page. Ouais, c'est bon, David, ça a changé. Ouais, c'est bon. Bon, alors, quoi de mieux avant de commencer que de me présenter? Donc, vous me voyez sur la photo, et c'est pas une surprise pour vous. Moi, je m'appelle David, j'ai 40 ans, et mon truc à moi, mais depuis que je suis tout gamin, c'est l'informatique, tout ce qui gravite autour des technos de l'information. J'en ai évidemment fait mon métier, et c'est ce qui m'amène aujourd'hui à je suis manager de domaine en fait dans le groupe Massif. Donc je suis responsable d'un certain nombre d'activités informatiques, allant des équipes de développement, des équipes data, des équipes IT éditique, des équipes Digital Factory. En d'autres termes, je m'occupe et j'anime des équipes qui ont des forts enjeux d'innovation et qui construisent tous les systèmes innovants dans le monde de l'assurance. Donc c'est ce qui a animé mes 20 années précédentes de carrière également, où j'ai aussi eu des rôles très techniques, donc des rôles de développeur, des rôles de chef de projet, jusqu'à aujourd'hui à manager un collectif d'une cinquantaine, soixantaine de collaborateurs. En parallèle de ça, je suis enseignant dans plusieurs écoles, donc l'IFPAS et le CNAM, où j'accompagne aussi des élèves sur des sujets innovants. J'enseigne des thématiques autour de l'innovation, de l'IA, du projet, du management. Et je suis aussi l'auteur d'un livre que vous avez en photo ici, qui est sorti il y a une quinzaine de jours, sur la vulgarisation de l'intelligence artificielle, aux éditions ENI, et je me ferai évidemment un plaisir de vous en parler un peu plus longuement si vous m'en laissez un petit peu le temps. Donc on rentre désormais dans le sujet qui nous intéresse, et on va commencer ce webinaire par une définition. Et cette définition, c'est bien évidemment celle de l'intelligence artificielle, qu'on va aussi appeler par son acronyme IA ce soir. Et c'est évidemment pas moi qui ai inventé cette définition, c'est Wikipédia, et à savoir que l'IA, c'est un ensemble de théories et de techniques qui visent à réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. On se croirait presque dans un film de science-fiction, mais on en est là, et vous allez voir, d'un point de vue date, ça pose quand même un certain nombre de questions. Tout ça, vous allez arriver à vos premières surprises. Et pour donner du sens à tout ça, moi je vais prendre un peu ma casquette d'enseignant et vous raconter en quelques pages l'histoire de l'IA, d'où tout ça est parti, avec évidemment beaucoup de raccourcis parce qu'on a un temps qui est assez court, mais comment on peut arriver à simuler une intelligence humaine, comment un avènement technologique tel que l'intelligence artificielle, ou peu importe comment on l'appelle, peut passer de l'étape de l'imagination à finalement quelque chose qui est complètement réel dans notre métier. Et pour ça, moi, je vais vous donner 6 ou 7 dates
qui sont absolument marquantes dans l'intelligence artificielle. Et la première, ça peut peut-être vous sembler assez indécent, mais tout ça, ça date des années 50. Donc il y a un peu plus de 70 ans, ce qui est quand même assez fou. Et l'homme que vous voyez sur la photo, je ne sais pas si vous dit quelque chose, mais c'est un monsieur qui s'appelle Alan Turing. Et son truc à lui, depuis tout gamin, c'est aussi les algorithmes mathématiques et assez plus particulièrement ceux du déchiffrement. Et ce monsieur, en fait, il était si talentueux qu'il y a des compétences qui ont été repérées de son côté par les services militaires anglais, et que juste avant la Seconde Guerre, il a rejoint un domaine qui s'appelle le domaine de Bletchley, dans un site militaire qui était majoritairement dédié au décryptage IT. Donc les années sont passées, et ce mathématicien, qu'on peut raisonnablement, on va le qualifier de génie évidemment, il fait désormais un métier qui est le métier de cryptologue. Et en fait, il a commencé à envisager quelque chose qui semblait un peu fou pour l'époque. Rendez-vous compte, on était dans les années 1950, c'est que un ordinateur, ou ce qu'on pouvait appeler un ordinateur à cette époque-là, pouvait considérer une puissance de calcul comme étant un élément qui pouvait battre un être humain au jeu d'échecs. Je la refais. En 1950, ce monsieur considérait, avant tout avènement technologique, qu'un ordinateur puisse un jour battre un être humain au jeu d'échecs. Alors, pour ceux qui jouent aux échecs, quand on connaît la complexité de ce jeu-là, ça peut sembler quand même absolument fou pour l'époque. Et il a sorti une phrase qui est assez célèbre, c'est « Une machine peut-elle penser ?» On était il y a 70 ans, et il y a 70 ans, on s'est posé ces questions. Donc, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais quelque chose qui est ressorti de chez cette personne aussi, c'est qu'il est le créateur de ce qu'on appelle le test de Turing. Peut-être vous en avez entendu parler, mais le test de Turing, lui, en fait, sa vocation, c'est quelque chose d'assez simple. C'est que le jury, il est confronté à un humain et à un ordinateur, et à travers un certain nombre d'échanges qui sont des échanges textuels, s'il y a au moins 30% du jury qui est convaincu, eh ben, on considère que le test est validé et que la machine, elle est suffisamment opérante. Voilà. Le plus fou, pour en terminer chez cette personne, c'est que Alan Turing, il est décédé quand même assez jeune, donc en 1954, mais de façon totalement anonyme. Et c'est aujourd'hui qu'on reconnaît son talent et toutes ses capacités à prédire et à prévoir ce qui allait se passer dans le monde d'aujourd'hui. Alors, toujours dans les années 50, on avance un petit peu et vous allez voir que ça a eu un impact assez fort parce que dans les années 56, il y a une conférence à Dartmouth qui a eu lieu, qui était un atelier scientifique avec une vingtaine de chercheurs. Donc, vous voyez, les principaux ici sont réunis. Et ils se sont posés un certain nombre de questions quand même autour de l'intelligence artificielle. C'est un sujet qui attirait pas du tout les foules pour l'époque. Ils étaient 20, ils ont terminé à 6. Il y a eu des débats qui étaient assez animés. Et les deux personnes que vous voyez en haut à gauche sur la photo, qui sont les organisateurs, qui sont John McCarthy et Marvin Minsky, ils ont présenté un algorithme qui était assez compliqué, qui était un algorithme d'évaluation qui joue encore un rôle dans la programmation en intelligence artificielle aujourd'hui. On était en 1956. Et donc tout cet ensemble de personnes assez influentes ont travaillé dans cette séance et le message que moi je vais vous faire passer, c'est que c'est ce jour-là, en 1956, que l'auditoire a accepté l'expression d'intelligence artificielle comme étant l'intitulé de ce domaine novateur. Alors tout ça s'est poursuivi, la technologie s'est évidemment considérablement accrue. En 1960, il y a eu des projets qui ont été indéniables. Et ce que vous voyez en fait sur la photo ici, c'est le tout premier chatbot. En fait, c'est un assistant conversationnel homme-machine, totalement opérant et en capacité de faire des tâches très simples dans un laboratoire. Et pour les plus anciens d'entre vous et qui connaissent peut-être le langage Lisp, c'est donc à cette époque-là que ça a pu être écrit avec ce langage informatique. Donc on avait en 1960 des mécanismes intelligents, permissifs, permettant à l'être humain de conversationner avec une machine pour faire des tâches basiques.
En 70, on avance un petit peu dans les années, il y a eu beaucoup de progrès, et ce qu'on pourrait appeler un peu la hype aujourd'hui, elle est un peu retombée brutalement au sujet de l'IA. Il y a eu plein de contraintes qui ont été liées à ça. C'était des années qui étaient économiquement difficiles, des financements réduits, et puis comme tout narratif à la mode, à un moment donné où ça s'estompe un petit peu, on y croyait beaucoup, et les chercheurs de l'époque ont commencé à remettre en question finalement la vraie nature de ce que j'ai pu vous dire tout à l'heure. C'est finalement c'est quoi l'intelligence artificielle et qu'est-ce que ça doit devenir. Donc le temps a fait son œuvre, et dans les années 80, la situation économique elle est un petit peu mieux. On a assisté du coup à l'émergence de systèmes qu'on appelait des systèmes experts. Et quand je dis experts, c'est important de le dire en majuscule, puisque c'est des systèmes qui possédaient la particularité d'encapsuler de la connaissance, de l'expertise, sous forme de règles et de faits. Alors là aussi, je vais parler aux plus anciens, mais si vous connaissez le langage Prolog informatique, qui est enseigné encore dans un certain nombre d'universités aujourd'hui, on est précisément là-dessus. Et c'était une vraie révolution pour l'époque, puisque les mécanismes qu'on appelle les mécanismes d'inférence permettaient de résoudre des problématiques qui étaient posées. En d'autres termes, pour vous la faire simple, si tel fait est vrai, alors tu réalises l'action, et si tel fait est faux, alors tu ne le réalises pas. Donc c'est vraiment essentiel de souligner ici que c'était dès 1980 les tout premiers programmes qui modélisaient la compétence d'expertise. Donc désormais, je vais avancer un peu, puis je vais arriver dans des années un petit peu plus proches d'aujourd'hui, en tout cas pour moi. On va parler de 1997, avec des progrès fulgurants. L'avènement, on était dans une époque qui commençait à bouillonner un petit peu. Internet commençait vraiment à être accessible au grand public. On a assisté à un avènement en termes d'infrastructure. Et ce qu'on voit ici, c'est la victoire de Deep Blue. Alors Deep Blue, peut-être vous en avez entendu parler, c'est l'ordinateur d'IBM qui était boosté aux hormones, boosté à l'IA. Et cet ordinateur, en fait, il a battu l'être humain pour la première fois en 1997. La première fois, ça a été un échec. La deuxième fois, ça a été un succès. Et c'est pour moi un élément qui est extrêmement marquant, puisqu'il a quand même pas battu n'importe qui, quand je dis l'être humain. Il a battu Monsieur Gasparov, qui était champion du monde d'échecs à cette époque-là, en seulement 19 coups. Et vous allez voir que derrière, les progrès s'en sont suivis, puisque les algorithmes se sont perfectionnés. On avance un petit peu, une petite vingtaine d'années, on arrive en mars 2016, et il y a un jeu qui est très connu en Chine, qui s'appelle le jeu AlphaGo, où, si je le modélisais mathématiquement et informatiquement, c'est beaucoup plus compliqué que les jeux d'échecs. Eh bien, ce même algorithme a battu le champion du monde en mars 2016 qui s'appelle Lee Sedol. Et ce qui est absolument indécent puisque ça relève d'une technique de folie. Et depuis lors, on considère que la machine est en capacité, quel que soit le jeu, donc là ça a été modélisé sur le jeu de Go ou sur le jeu d'échecs, mais de battre l'être humain sans difficulté et sans nouveau phénomène d'apprentissage. Donc la dernière date, et puis après j'arrête de vous parler d'histoire, c'est 2015. Alors pourquoi 2015 ? Vous allez me dire que je suis un petit peu fou, mais 2015, c'est l'arrivée de la société OpenAI, que vous allez voir, vous la connaissez évidemment, cette société spécialisée dans le raisonnement artificiel, donc initialement à but non lucratif, donc ça a pris une certaine ampleur, et vous allez voir désormais qu'elle est plutôt lucrative, cette société. Et c'est important de vous le préciser, vous allez voir, son siège social, il est à San Francisco. Et l'objectif initial de cette société, c'était de promouvoir, c'était de développer ce qu'on appelle un raisonnement artificiel à visage humain qui profitera à l'humanité. On est en 2015 et finalement on emploie des mots qui sont un petit peu identiques à ce dont on entendait parler en 1950. Et nos fondateurs, vous allez le voir juste après, ils étaient plutôt ambitieux. À tel point que la première levée de fonds a été de l'ordre de 100 millions de dollars. Très vite, ils ont racheté plein de startups. Et aujourd'hui, en tout cas, il y a 6 mois, quand j'ai fait cette slide-là, précisément,
On était une société qui était valorisée à plus il y avait plus de 400 employés, ce qui est absolument indécent pour ce type de société et qui a réussi à croître encore aujourd'hui. Alors si je vous parle d'OpenAI, parce que peut-être ça vous questionne encore, c'est parce que vous connaissez ces deux présidents, que sont Elon Musk ou Sam Altman, ou plutôt qu'étaient. Certains d'entre vous ont peut-être déjà envie de me corriger, puisque vous allez le constater, c'est une histoire qui est déjà rocambolesque. Donc OpenAI, c'était à l'époque quelqu'un que vous connaissez peut-être aussi, qui s'appelait Jessica Levington pour l'innovation, Peter Thiel qui est un gros investisseur, Amazon Web Services, Infosys, qui est une grosse société de conseil en indienne, et notre ami Elon Musk, que vous avez évidemment connu sur cette page-là. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que OpenAI, ces deux fondateurs, ils se sont connus à l'époque de PayPal, quand Elon Musk a conçu PayPal, c'était en 98, et c'est l'entreprise, je vous le rappelle, avec laquelle il a fait fortune. Et ces deux compères, en fait, ils ont réussi à attirer tous les meilleurs chercheurs de l'époque pour monter OpenAI, pour monter une société à vocation d'apprentissage automatique, avec des salaires évidemment très attractifs puisqu'ils en avaient des moyens, et puis surtout une vision commune, alors ce qui s'est vite dissipé évidemment, puisqu'ils ne travaillent plus ensemble ces gens-là, et que Elon Musk a quitté le navire à peu près, je sais plus, 3 ans après, il me semble, en 2018, à la suite d'un conflit, mais comme il le fait régulièrement. En 2019, Microsoft a décidé d'investir dans cette société. En 2020, GPT-3 est sorti. Et en novembre 2022, et c'est là qu'on y vient, l'avènement de ChatGPT, la sortie de ChatGPT, avec tout le buzz que ça a pu faire, évidemment. Et en février 2023, cette société était valorisée à 29 milliards de dollars américains. Donc le premier message que moi je voudrais vous faire passer avant tout de suite vous faire rentrer dans l'IA, ChatGPT et consorts, c'est de se dire finalement il n'y a peut-être pas de hasard, c'est quand même la somme d'un certain nombre de têtes bien faites, d'investisseurs, de connaisseurs et puis aussi de visionnaires qui ont permis de créer cette société. On n'est pas sur la personne lambda comme moi qui l'a fait dans son garage et puis qui a fait un carton tout de suite. Moi je préfère démystifier ça tout de suite auprès de vous. On est sur quelque chose avec c'est un peu comme The Expandables, vous savez, le film où on met tous les costauds ensemble. Bon, là, on était évidemment sur la même chose avec un casting juste absolument affolant. Donc, je reviens un instant sur ce monsieur, Sam Altman, qui a fait l'objet d'une couverture assez forte ces derniers temps. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, il y a quelques mois, son conseil d'administration l'a mis dehors. Quelques jours plus tard, ils l'ont repris et il n'en est pas à son coup d'essai lui non plus, puisque tout comme notre ami Musk, ce monsieur il a fait fortune à 19 ans en vendant sa start-up Loop. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Loop, mais une start-up américaine spécialisée dans la géolocalisation. Il a vendu ça 40 millions. Et le magazine Times, suite à l'avènement de ChatGPT et de ses LLM, on y reviendra un petit peu plus tard, l'a classé parmi les 100 personnes les plus influentes au monde en 2023. Donc on est quand même sur un phénomène de société extrêmement fort. Et comme tous ceux qui ont plein d'idées, j'aurais rêvé d'avoir les siennes au même âge, c'est un monsieur qui avait commencé à investir très tôt et à tour de bras. Il avait détecté des sociétés comme Airbnb, Reddit ou Dropbox allaient cartonner avant même leur sortie. Et je pense que vous connaissez tous ces sociétés, compte tenu du carton que ça a pu avoir. Et voilà, on est sur quelqu'un qui a fait fortune, qui est visionnaire et qui fait partie des gens les plus influents aujourd'hui de notre planète. Donc une fois qu'on a parlé d'histoire, si vous êtes ici, c'est sans doute à cause de ChatGPT. Et donc afin de bien comprendre ce que c'est, moi, je pouvais plus me concentrer, surtout un an après la sortie, sur son acronyme, qui est l'acronyme GPT, qui reflète à lui seul Generative Pre-trained Transformer. D'accord ? Donc, c'est quelque chose qui a été conçu dans l'objectif de générer du texte cohérent et fluide en réponse à vos sollicitations. Et ça peut sembler assez surprenant, c'est que la toute première version de GPT, elle date pas de novembre 22 quand
95% de la population mondiale en a entendu parler, mais ça date de 2018 par cette même société OpenAI. Et vous le verrez, hein, c'est un modèle qui montre toute sa puissance et qui repose sur, alors je vais parler un petit peu plus de choses techniques, mais sur une architecture de réseau de neurones qu'on appelle transformer. Et il s'en est suivi le succès que vous connaissez à partir de novembre 2022. Alors je vais vous donner des chiffres, je vous l'ai promis. Si on prend un peu de recul sur cet événement et on cherche des similitudes avec des grands événements technologiques qui ont pu paraître, j'ai trouvé cette infographique qui était vraiment intéressante puisque les textes qui sont affichés ici sont assez indécents. Et le chiffre que moi j'aime bien donner, c'est que c'est 5 mois auxquels aura eu besoin ChatGPT pour atteindre les 50 millions d'utilisateurs. À titre de comparaison, pour le téléphone, il a fallu 50 ans, la carte de crédit 28 ans, Internet 7 ans, hein, et même des outils type WhatsApp, Facebook et consorts ont mis beaucoup plus de temps pour atteindre cette barre-là. Je ne sais pas si vous êtes surpris ou pas, alors je ne vois pas vos visages malheureusement, mais prenez bien la mesure de ce chiffre. Le chiffre de 5 est quand même assez surprenant. Si vous ne savez pas ce que c'est que ChatGPT, c'est ce qu'on appelle une intelligence artificielle dite générative. Et ça, c'est super important pour moi. L'idée, elle est simple, hein. Retenez ça en une phrase, c'est vous lui donnez du texte. En retour, il va vous répondre une réponse, et donc en l'occurrence du texte. En tout cas, c'était vrai au début, vous allez voir qu'il y a quelques variantes, mais retenez que vous lui donnez quelque chose, il vous donne autre chose en retour. Donc tout ça a beaucoup évolué. Et le texte que vous lui donnez, en fait, c'est ce qu'on va appeler un prompt. Alors ce prompt, je vous en donne quelques exemples ici. Hein, c'est une interaction qu'on a pu avoir de mémoire, ça doit être ChatGPT. Moi, j'ai demandé à ChatGPT, dis-moi ce que c'est qu'un prompt. Hein, donc en résumé, encore une fois, le prompt, c'est ce que vous demandez et la réponse qu'il va vous donner en conséquence. Si on regarde un petit peu sous le capot, tout à l'heure, je vous ai parlé du moteur. Vous vous souvenez, le moteur GPT, alors GPT-1, GPT-2, GPT-3, mais c'est ce moteur qui est intéressant. La partie frontale, la partie de ChatGPT, c'est juste la résultante de ce qui se passe sous ce moteur. Mais ce moteur, moi, le mot que je voudrais vous donner aujourd'hui, c'est qu'on appelle ça un LLM. Donc, c'est ce qu'on appelle un large langage model. Et alors, prenez pas attention à ce schéma, je vais évidemment pas vous le détailler aujourd'hui, et il risque, je pense, d'en réputer un certain nombre, mais comprenez ici qu'on est sur un modèle qui va apprendre automatiquement, qui est entraîné sur tout un ensemble de données pour comprendre et générer des textes qui sont compréhensibles par tous. Donc, il va fonctionner avec des séquences de texte en entrée, souvenez-vous du prompt. Et nos LLM, ils sont utilisés aujourd'hui dans plein de domaines d'application. Ces domaines, ça peut être la traduction automatique, la rédaction de texte, la réponse à des questions, vos assistants personnels. Je pense que vous avez des Alexa, des Siri et consorts chez vous. Donc, les LLM sont bien utilisés là-dessus. Mais on va le voir un petit peu plus loin. Ils posent tout un tas de défis. Les défis de coût, évidemment, aujourd'hui, ça coûte très cher de mettre en place un LLM. Ça a des impacts environnementaux, et je vous donnerai des chiffres un petit peu plus loin, qui sont extrêmement conséquents. Ça peut avoir des biais, puisque ça apprend ce qu'on a envie qu'ils apprennent. Donc là, on va voir que ça pose un certain nombre de soucis. Et en conséquence, il y a des enjeux éthiques qui sont importants, puisque là, on aura besoin de maîtres de cérémonie pour être en capacité d'encadrer tout ça. McKinsey, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un gros cabinet de conseil. Et lui, il donne une définition. En tout cas, il va en donner une définition. Et il dit que ChatGPT, c'est une autre IA générative. Et elle va être en capacité de créer un nouveau contenu, comme du texte. Mais aussi, elle va être en capacité, à partir de texte, de vous générer du son, des images, des vidéos, des simulations, et en d'autres termes, tout ce qu'on a envie. Donc là, clairement, une fois qu'on s'est dit ça, on est sur une révolution qui, à partir d'éléments en entrée, vont être capables de bouleverser le monde de la création en sortie, puisqu'à partir du texte, et je vous la refais,
vous aurez du son, des images, des vidéos, du texte et des simulations et consorts. Donc à partir de ça, en fait, on se retrouve avec tout un écosystème où aujourd'hui, on peut d'ores et déjà dire que finalement, il y a des IA génératives pour tout ou presque. Des textes tout images, des textes tout vidéo, des textes tout texte, texte tout motion, texte tout code. Et ça, c'est important parce que je pense pour savoir que vous travaillez de près ou de loin tous et toutes sur la partie informatique. Moi, aujourd'hui, dans mes équipes, j'implémente de l'IA générative auprès des populations d'informaticiens dans leur entièreté. Et on est en train d'en mesurer ou pas les bénéfices. En tout cas, aujourd'hui, il existe des IA suffisamment pertinentes pour accompagner et avoir un retour sur investissement extrêmement conséquent dans les métiers. Donc, on a des métiers qui sont profondément bouleversés. Problème ou pas, et ça, je vous laisserai en juger, toutes les IA ne vont pas donner le même résultat à partir d'un prompt, bien qu'il puisse être identique. Moi, dans cette IA, par exemple, dans l'exemple que vous avez sous les yeux ici, j'ai demandé à DALL-E, donc, qui est une IA générative, de me générer la carte de l'Europe en version Game of Thrones. Elle vaut ce qu'elle vaut, en tout cas, voilà ce qui a pu être généré. Mais du coup, j'ai demandé la même chose à Midjourney. D'accord ? Donc là, vous le voyez aussi, demande identique, prompt identique. Les IA ne m'apportent pas le même niveau de réponse. Donc, il y a vraiment à prendre en considération le fait que l'IA apprend à partir des données qu'on lui a données, c'est super important, et par voie de conséquence, sera en capacité de donner des réponses en adéquation avec cette démarche d'apprentissage. Alors, vous savez maintenant ce que c'est qu'un LLM, vous savez ce que c'est qu'une IA générative, on se l'est dit, vous savez qu'il en existe une pour presque tout. Vous vous souvenez aussi que l'élément qui permet d'interagir avec votre IA générative, c'est ce qu'on appelle le prompt. Alors, si on avait beaucoup de temps aujourd'hui, moi, je vous apprendrais à parler avec un prompt, en tout cas à parler de façon très détaillée, puisque la base reste quand même relativement simple. C'est que là où je vais vous sensibiliser, c'est que même si ChatGPT et toute autre IA vous donne systématiquement une réponse, vous devez entendre le fait que vous aurez toujours une réponse de l'IA du même niveau de précision que le prompt que vous lui aurez donné. Pour faire simple, c'est plus vous serez précis dans votre prompt, plus le retour le sera. Et en termes d'intégration des IA dans l'entreprise, ça c'est un conseil, mais je répondrai aussi aux questions à la fin là-dessus, soyez bien vigilants à l'industrialisation de la mise à disposition de l'IA auprès des collaborateurs, sans quoi vous risquez d'avoir des dérives extrêmement élevées. Il y a plein de techniques pour écrire un prompt. Moi, j'aime bien celle de l'acronyme RACA. Donc, quand vous écrivez un prompt, n'hésitez pas à lui donner un rôle. Voilà, écris-moi ça comme si tu étais journaliste. Donnez-lui une action. Qu'est-ce qu'il doit faire précisément ? Pour quel contexte et qu'est-ce que vous en attendez ? Chaque prompt devrait comporter à minima un rôle, une action, un contexte, une attente, sans quoi vous risquez d'avoir des résultats qui ne soient pas en adéquation avec vos réponses. Il y a tout un tas de compléments que je vous mets ici. Encore une fois, plus vous en donnerez, mieux ce sera en retour. Vous pouvez lui spécifier le ton à employer, les contraintes limitantes, la langue, l'agir en tant que, le style d'écriture et consorts. En tout cas, voilà. Retenez ici que plus vous serez précis, plus l'IA en retour vous donnera le niveau de réponse attendu. Et ça emmène des nouveaux métiers. Alors peut-être vous l'avez vu, celui-ci, le métier du prompt engineer, qui apparaît comme étant un métier incontournable. Il y a déjà un certain nombre d'offres d'emploi qui sont publiées aujourd'hui. Moi, j'y vois deux métiers distincts autour du prompt. Le premier, c'est les gens qui vont apprendre aux IA, donc véritablement les gens qui vont entraîner. Et je vois aussi dans les entreprises apparaître des métiers autour de l'interrogation de l'IA. Parce qu'encore une fois, moi j'ai des développeurs dans mes équipes, si je mets open bar une IA pour une population de développeurs,
je n'ai pas la certitude que ce que produit l'IA sera au même niveau que ce que me produit un développeur. Donc si j'ai des gens dont c'est le métier pour requêter ces IA de façon structurée, encadrée, normalisée, alors je gagne cette certitude-là. Donc on devrait voir apparaître dans l'ensemble des corps de métiers d'une entreprise des métiers autour du prompt engineering. Et c'est des métiers, alors en France ça commence tout juste, aux États-Unis ça commence à se développer considérablement avec des niveaux de rémunération qui sont en plus extrêmement élevés. Je crois que on atteint des $200,000 annuels aux États-Unis aujourd'hui sur ces métiers de niche. Voilà. Donc tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que en un an, il s'est quand même passé des choses depuis l'avènement de ChatGPT et autres, évidemment. Pourquoi? Parce que on est sur une technologie balbutiante. On n'est plus sur une techno émergente, mais on est sur une techno qui évolue constamment, qui est en capacité d'interpréter de plus en plus de contenu, d'être de plus en plus efficace. On l'a tous vu au début. Ah tiens, l'IA, elle est pas parfaite. Je lui ai demandé ça, elle m'a répondu à côté. Ouais, mais si on prend un petit peu de recul, il y a 6 mois, elle répondra encore moins bien, et dans 6 mois, elle répondra encore mieux. Et preuve en est, des modèles comme GPT, qui n'interprétaient que du texte au tout début, aujourd'hui sont en capacité d'interpréter du texte, de l'image, du son, de la vidéo et consorts. Donc, en effet, on est sur des modèles qui évoluent aussi en termes de modèles financiers. Je crois que l'abonnement de GPT-4 doit être à $24 par mois. Il était moitié moins il y a un an quand c'est sorti. Mais on est aussi sur des technos qui évoluent considérablement avec un ROI qui vous allez le voir, est parfois assez indécent. Donc maintenant, on peut lui demander n'importe quoi, ce qui n'était pas possible il y a un an. Dis-moi combien il y a de cubes sur la photo. Aujourd'hui, il est parfaitement capable de le faire. Il va plus vite que nous. Je poursuis sur mes chiffres. Alors moi, j'aime bien prendre la référence de l'informatique parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Stack Overflow, c'est la référence de tout informaticien. Alors, je fais une caricature volontaire, mais c'est la référence de tout informaticien, qu'il soit français, américain, indien ou peu m'importe. Mais quand on a un problème, qu'on parle un peu anglais, on va poser une question sur Stack Overflow ou on va chercher dans la base de connaissances de Stack Overflow. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la sortie de ChatGPT, novembre 22? La fréquentation de ChatGPT a baissé de 50%. Donc, quand on parle de Stack Overflow, on n'est quand même pas sur le petit site internet, on est quand même sur quelque chose d'extrêmement conséquent. On est sur une entreprise leader de son marché d'un point de vue mondial. Et cette entreprise, je crois que c'est en moins de 7 mois, a perdu 50% de son trafic. Ce qui est absolument indécent. C'est-à-dire que le comportement des collaborateurs, en tout cas là en l'occurrence des informaticiens, a complètement pivoté en arrêtant de consulter des sites comme Stack Overflow au profit d'IA génératifs tels que ChatGPT ou autres. Ça, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Google Analytics, donc qui est capable de donner des tendances à partir de mots-clés. Et là aussi, on visualise un intérêt qui a été très fort. Le score maxi en termes de recherche dans les indicateurs Google, c'est 100. D'accord ? Qu'est-ce qu'on voit ? Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la flèche qui est à disposition sur le graphique, mais qu'est-ce qu'on voit ici ? C'est que l'indicateur de 100, pour ChatGPT, on l'a atteint. On l'a atteint, passé novembre 22, ça devait être en décembre. Mais la courbe de recherche de l'IA dans les moteurs de recherche Google en a été très très proche. Donc on est sur un phénomène qui a été absolument indécent et le narratif est évidemment parti d'ici. Alors, il y en a peut-être qui me connaissent un petit peu dans le groupe qui est présent ici. Bon, moi j'adore la techno, mais j'aime bien aussi avoir une approche très pragmatique de la technologie, c'est-à-dire une technologie, ça doit servir à quelque chose. Et on ne doit pas faire de l'IA juste pour le plaisir, pour dire que c'est mieux. Pour moi, ça doit répondre à des problèmes et à des cas d'usage. Et c'est ce que je vais m'attacher à vous donner. Donc, on va essayer de faire une petite séquence tout de suite qui va s'appeler une IA, ça peut servir à quoi ? Alors, ça peut vous paraître loufoque,
Mais une IA, ça peut servir, et ça sert, c'est un cas d'usage qui est avéré, à décrypter les émotions des poules. Donc les chercheurs qui ont fait ça, des chercheurs japonais, eux ce qu'ils disent, c'est que c'est en fait un très grand bond en avant pour la science, puisque le fait de démontrer, de déchiffrer les émotions des poules, grâce à leur vocalisation, grâce à leur sonorité, eh ben en fait, ils sont capables de prédire des maladies, du bien-être, du mal-être, en tout cas de prévoir et de savoir si leur écosystème est en capacité de faire en sorte qu'elles se sentent bien. Et aujourd'hui, vous le savez comme moi, la période de bien-être animal, c'est quelque chose d'essentiel dans le monde dans lequel on vit. Une IA, ça peut aussi servir à reconnaître l'écriture des médecins. On a des pharmacies dans le monde qui se sont équipées d'IA permettant de reconnaître les prescriptions émises par les médecins. Alors, il y a beaucoup de médecins aujourd'hui qui ont évolué, qui le font informatiquement, mais pour ceux qui le font encore manuellement, on a des pharmacies qui se sont équipées de ça. Il y a un nombre de morts dans le monde incalculable à cause de ces histoires sur des écritures d'IA qui sont erronées. Mais avec des outils en capacité de reconnaître l'écriture des médecins, il n'y a plus de souci. L'IA peut servir à ça. On est sur un cas d'usage qui est extrêmement fort. Une IA, ça peut servir aussi, alors dans quelque chose d'un peu plus factuel pour nous, supprimer les voix de n'importe quelle chanson. Moi, dans ma jeunesse, je l'ai fait avec des outils qui étaient extrêmement puissants, mais j'y ai passé un temps incalculable. J'ai essayé cette plateforme là qui s'appelle Vocal Remover, qui a toute une partie gratuite. Ça me l'a fait en 5 secondes. Ce que moi, je mettais probablement plusieurs heures à faire. Ça permet de générer des supports PowerPoint. Allez voir, je vous invite vraiment, si vous ne la connaissez pas, cette plateforme qui s'appelle gamma.app sur Internet. Vous lui donnez un contexte, vous lui dites combien de slides vous voulez, vous lui dites ce que vous voulez dedans, je veux un reportage sur la Thaïlande, sur ce que vous voulez, et allez voir la qualité des slides que ça va vous générer. Croyez-moi, les métiers du monde du projet vont être totalement bouleversés avec ce genre d'outils. C'est redoutablement efficace. Le Stade français rugby, que vous avez peut-être reconnu sur sa couleur, eux, c'est pas compliqué, ils ont mis dehors la personne qui faisait l'ensemble des visuels, l'ensemble des affiches pour leurs affiches de rugby. L'exhaustivité des affiches de rugby sont désormais générées par l'intelligence artificielle générative, dont celle-ci. Alors l'image est de mauvaise qualité, vous m'en excuserez. Le footballeur que vous voyez tout au fond de l'image, c'est Antoine Griezmann. Peut-être ce que vous ne percevez pas, c'est les écritures qu'il y a en haut à droite. Sachez que les télés arabiques, désormais, utilisent l'IA générative pour traduire textuellement et en temps réel l'interview d'Antoine Griezmann dans la langue qui est associée aux téléspectateurs. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'absolument fou et surtout, ça le traduit de façon extrêmement cohérente. Une IA, ça peut aussi servir à ça. C'est un cas d'usage réel. C'est-à-dire, votre enfant, il fait un dessin, demandez-lui de le faire sous forme de logo. Écoutez, on passe de gauche à droite, ce qui est plutôt sympathique. Donc, les métiers de la créativité vont changer énormément. Et ça, c'est un cas que j'aime bien. Et c'est un vrai cas d'usage qui est avéré et qui a servi. C'est que l'IA aujourd'hui permet de faire parler les papyrus. Il y a tout un tas de documents historiques qui ont été retrouvés qui sont inexploitables. Celui-ci, en l'occurrence, il était calciné. Il y a des étudiants qui ont mis en œuvre une IA, alors qui est capable, à travers les rayons là que vous pouvez voir, de capter un certain nombre de caractères. Et tout ça, avec l'IA recomposée, a ouvert la voie à la perception des archives, d'écrits oubliés, et qui permet d'avoir un œil sur le passé, qui était évidemment inaccessible jusqu'à aujourd'hui. Donc les cas d'usage, ils peuvent se multiplier, je vous en passe pas beaucoup plus. Moi j'aime bien celui-ci qui permet dans les stades de sport de demain. Quand on demande à une IA, dessine-moi les nouveaux stades de NFL en prenant en compte leur contexte, leur caricature, les choses comme ça, qu'est-ce que ça pourrait donner ? Il donne ce genre de choses.
Et moi, croyez-moi, je me dis que ça va ouvrir la porte à beaucoup de choses dans le monde dans lequel on est, puisque on est sur quelque chose qui finalement dépasse un petit peu la compétence, ou en tout cas la créativité humaine, et de façon extrêmement rapide. Maintenant que vous êtes expert, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un petit jeu. Alors, vu que je ne vais pas vous voir, je vais juste entendre le son. Je vais vous donner 3-4 photos, puis vous allez me dire si, selon vous, elles sont réelles ou irréelles. Alors, je vais vous laisser 3 secondes à chaque fois, mais vous allez pouvoir me le dire. Alors, celle-ci, est-ce qu'elle est réelle ou est-ce qu'elle est irréelle? Dites-moi dans le chat. Elle est réelle. Ah, j'ai du réel et j'ai de l'irréel. Alors, cette photo, elle est irréelle. Si vous regardez bien, donc notre ami Antoine Griezmann, il lève la Coupe du Monde, mais son maillot a déjà 2 étoiles. Donc évidemment, et malheureusement, on n'a pas gagné la 3e étoile. Donc cette image a été générée par l'intelligence artificielle. Celle-ci, elle est réelle ou elle est irréelle? Elle est connue, celle-ci. Ah, il faut connaître le foot, je suis désolé, oui, en effet. Bon, celle-ci, elle est irréelle. Hein, vous l'avez vu, le pape en doudoune, elle est évidemment irréelle. Ceci dit, elle est quand même extrêmement bien faite et elle est connue pour ça. Celle-ci, est-ce qu'elle est réelle ou irréelle? Elle a fait un buzz de folie. 10 000 partages sur Facebook, 963 commentaires, 5100 likes. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Réel ou irréel? Hein, ça démontre un cheval, mais bon, vous l'avez évidemment compris, de façon gigantesque absolue, et des hommes qui paradent à côté. Avec sur un compte, je ne sais pas si c'est du Facebook ou du Twitter, excusez-moi, mais sur un compte qui est extrêmement connu, c'est Animals Are Amazing. Hein, donc c'est un compte qui a vocation à afficher des contextes d'animaux hors du commun. Voilà. J'ai du réel et du irréel. Alors cette photo, elle est irréelle, et vous avez un certain nombre de moyens de le découvrir. Regardez bien le monsieur. Alors, si vous prenez de la gauche vers la droite, donc le 3e en partant de la droite, donc regardez bien la main du monsieur, vous verrez que ses doigts sont extrêmement allongés. C'est un élément qui vous permet de reconnaître le fait que c'est un fake, mais au-delà de ça, considérez que cette image est quand même, on peut l'interpréter de façon réelle au début. En tout cas, elle est irréelle. Ces gens-là, est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est irréel selon vous? C'est réel. C'est dur. Bon, mais il n'y a que Jean-Christophe qui a gagné. En effet, ces images sont... c'est de l'image de synthèse, voilà, à 100%. C'est complètement indécent, c'est d'une qualité folle, et en toute franchise, si moi-même on m'avait pas dit qu'elles étaient irréelles, j'aurais eu des difficultés à le croire. En tout cas, je suis difficilement en capacité de le justifier. Tiens, cette maison de rêve à Bucarest en Roumanie, est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse selon vous? 20 000 commentaires, 119 000 partages. Issu du compte Abandoned World. Fou. Bon. Alors c'est dommage, on n'a pas le temps d'étayer le lavage du vitre, ok. Mais on pourrait penser qu'elle est réelle quand même. Hein. En tout cas, le deepfake, en effet, Adrien, c'est bien le mot qu'il faut employer. Mais le doute, et on peut être expert ou ne pas être expert, restait que le doute est évidemment présent. Bon, celle-ci, alors je la passe vite parce qu'on a un temps qui est petit, mais bon, vous savez comme moi, celle de Donald Trump qui se fait arrêter est fausse. Ce salon, c'est entièrement faux également, hein, bien qu'elle soit absolument magnifique. Et j'en terminerai sur cette image. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou c'est faux, cette image? Dites-moi. C'est une canette de coca. Elle est vraie? Ah.
Alors, elle est vraie, mais l'image est réelle. Elle a toutefois été générée par l'IA, c'est-à-dire que l'IA a permis à Coca-Cola de générer le visuel de sa canette, ça sachez-le. Par contre, sachez également que le contenu, donc le Coca qui est présent à l'intérieur, la recette de Coca, a été imaginée à 100% par l'intelligence artificielle. D'accord ? Son contenu a été généré à 100% par l'intelligence artificielle. Et pour l'anecdote, je reviens tout juste d'un séjour de 3 semaines en Asie. Et je me suis arrêté, alors pour ceux qui connaissent un petit peu, dans un 7-Eleven, c'est les magasins là-bas, des magasins dans lesquels on trouve tout à manger et à boire. Et j'ai trouvé cette canette de Coca à vendre, évidemment. Je me suis fait un plaisir de goûter. Voilà. Donc c'est super recette de l'IA. Voilà. Donc l'IA, ça peut servir aussi à ça. D'accord ? Donc maintenant qu'on s'est dit tout ça, vous imaginez, je pense, toutes les dérives que ça peut engendrer, et que ça engendre même d'ailleurs déjà. Le mot qui est employé, c'est que ce sont des deepfakes. Il faut que vous sachiez que l'idée d'OpenAI, pour ne citer qu'elle, c'est de sortir un outil qui permet d'identifier toutes les images conçues par son intelligence artificielle. Ça, c'est important de vous le dire, par son intelligence artificielle, parce que quoi qu'on en dise aujourd'hui, aucune IA n'est suffisamment fiable pour interpréter ce qui est généré uniquement par de l'IA. Et avec les dérives que ça va pouvoir avoir. Alors, je vais passer vite là-dessus. On est déjà depuis une quarantaine de minutes ensemble, mais retenez qu'une IA, ça apprend. Et en fait, son apprentissage, c'est en fait assez similaire à de l'éducation humaine. Il y a des algorithmes qui assimilent tout. Donc les images qui vous sont données ici, c'en est l'exemple type. C'est-à-dire que plus on va lui donner de canards à apprendre, plus il saura reconnaître un canard. Et plus il y aura de canards différents, plus quand il y aura un canard qui sortira de l'ordinaire, il sera capable de le reconnaître. C'est un petit peu le coup de la signature des médecins et de l'écriture. Et donc en résumé, l'apprentissage, c'est le processus clé des machines pour devenir intelligentes. S'il n'y a pas de données, c'est compliqué. S'il n'y a pas beaucoup de données, c'est compliqué. Plus il y aura de données, plus le système il va potentiellement devenir intelligent. Et ça c'est quelque chose d'extrêmement important et essentiel. D'autant que, moi j'ai appris dans ma vie d'informaticien à stocker des données. J'en ai stocké pendant des années, j'en ai fait stocker pendant des années, et on s'est dit plein de fois, mais finalement, ça sert à quoi de stocker toutes ces données? On s'en servira jamais. Mais aujourd'hui, heureux hasard ou pas, j'en s'affiche trop rien, mais l'intelligence artificielle apparaît et l'IA a besoin de se nourrir de ces données. Moi, j'aime bien dire que c'est l'épine dorsale, en fait, c'est un peu le carburant de ces données, et que c'est tout le succès d'une intelligence artificielle qui va résider à travers ces données. Donc ça sert à connaître des objets, ça c'est important. Les Tesla, alors je ne sais pas si vous avez une Tesla chez vous, moi j'en ai pas, mais le modèle de navigation d'une Tesla est basé 100% sur de la reconnaissance d'objets. C'est super important, c'est ce qui se cache finalement un petit peu sous le capot. Et que des fois ça va moins bien. Alors cette image elle est un peu connue, je ne sais pas si vous l'avez déjà vue, mais une IA ça apprend avec les données qu'on lui a données. Dans l'exemple qui était donné ici, l'IA elle est super autonome. Il y a des États aux États-Unis dans lesquels les voitures peuvent rouler en autonomie, mais l'IA elle avait tout appris au début des Tesla, sauf que ce qu'elle n'avait pas appris, c'était à différencier ici un béton sec d'un béton juste coulé. Et qu'est-ce qu'elle a fait la Tesla? Elle est s'embourber. Le mot est là. Elle est allée s'embourber dans du béton mouillé pour quelque chose qui peut paraître totalement évident. Le fait de ne pas devoir rouler dans du béton qui est juste coulé, en tout cas, elle ne l'avait pas appris. Et donc, elle a foncé dans ce béton mouillé, ce qui lui a évidemment valu un accident. Donc, une IA, c'est quelque chose qui est absolument perfectible. Donc, je vous propose juste une rapide séquence sur les différents modèles. Donc, ce qu'il faut que vous reteniez ici, c'est qu'il y a 3 grandes familles d'IA. Alors, vous les appelez des familles, des branches, vous les appelez comme vous voulez, mais moi, je vous en donne 3. Je vous donne le machine learning, qui est important, de son acronyme ML, le deep learning, de son acronyme DL,
et le NL, donc Natural Language Processing. Le machine learning, lui, représente une des branches qui fait partie de celles qui sont évidemment captivantes dans le domaine de l'IA. C'est le modèle en fait qui a la capacité d'apprendre et de prendre des décisions sans programmation informatique préalable. Nous, jusqu'à aujourd'hui, en tant qu'informaticiens, on a appris à quoi? On a appris à faire des algorithmes qui prennent des décisions. Le machine learning, lui, sait prendre des décisions sans avoir notre intervention. Donc, c'est utilisé aujourd'hui dans la santé. On sait détecter des maladies. On sait lire des radios avec ça. Dans le secteur industriel, on sait surveiller des capteurs. On sait détecter des tendances de vente dans le commerce. Et on sait aussi, et ça c'est important dans le tourisme, de faire de la tarification selon la tendance. On est tous victimes sur les sites d'aviation où évidemment plus il y a de trafic, plus le tarif augmente et moins il y en a évidemment et ça va faire l'inverse. Donc lui il dispose de plein de formes d'apprentissage. Je vais en aborder juste deux. Donc on a une forme d'apprentissage qui est la forme supervisée, dans lequel votre algorithme il s'entraîne à une tâche qui est préalablement déterminée. Il va utiliser un jeu de données. Il va créer en fait ce qu'on appelle des modèles qui sont prédictifs. C'est important. Et un modèle dans lequel vous allez devoir spécifier à la fois les données d'entrée et puis ce qu'on va attendre en sortie. Donc je sais plus si on attend un pingouin, il faut dire qu'on attend un pingouin et puis évidemment vous allez dire ce que vous voulez ce que vous voulez en entrée. À l'instar de ce modèle supervisé, on a le modèle qui est non supervisé. Donc lui, il est entraîné sur des données qui ne disposent pas ce qu'on appelle d'étiquettes. On ne sait pas qu'un panda, c'est un panda. On ne sait pas qu'un picsou, là, comme c'est dessiné, c'est un picsou. Et l'objectif de ce modèle-là d'apprentissage, lui, consiste à effectuer ce qu'on appelle des groupements. Alors, c'est un terme un peu plus technique, c'est du clustering, qui a vocation à identifier des groupes de données qui sont similaires à celui-là, et à réduire ce qu'on appelle la dimensionnalité, tout ça dans l'objectif de visualiser, d'analyser des données de façon beaucoup plus efficace. Alors vous le voyez dans ce qui est dessiné ici, c'est que on a un gros paquet avec plein de couleurs. Eh bien en fait, tout l'intérêt de l'algorithme non supervisé, c'est d'essayer de rassembler ceux de la même couleur pour en sortie se mettre en capacité de les rassembler tous ensemble. Et le dernier dont je vous parlais, c'est dans l'avant-dernier, excusez-moi, c'est le deep learning, donc la branche d'apprentissage automatique. Elle est un peu plus profonde, voire même beaucoup plus profonde. Elle nécessite et elle permet d'aller beaucoup plus loin, mais elle nécessite aussi d'avoir beaucoup plus de données. Et on a des cas d'utilisation concrets, comme l'automobile autonome, on l'a vu tout à l'heure avec la Tesla. La finance, aujourd'hui, beaucoup ces mécanismes-là sont utilisés dans la finance, dans la reconnaissance vocale, et dans la santé aussi, mais de façon très très précise. Je pense notamment aux imageries, aux radiographies pour identifier et prédire aussi tout un ensemble de maladies. Voilà. Alors, le hic dans tout ça, et je pense que vous êtes, si j'ai beaucoup de jeunes personnes autour de moi aujourd'hui, je sais que les plus jeunes sont très sensibilisés à ça et vous avez tout à fait raison, c'est que c'est dur de parler d'IA sans parler d'écologie et sans parler d'empreinte carbone. D'autant que la puissance électrique des IA est absolument indécente. Elle croît de façon indécente. C'est une consommation qui est colossale. Et que aujourd'hui, on considère déjà que l'IA figure en 14e position des plus gros pollueurs de la planète. D'accord ? On considère même que c'est la 4e cause aujourd'hui de réchauffement climatique. Alors là, 1 an et demi après, on est sur la 4e cause de réchauffement climatique. Et ce qui est plutôt drôle, moi j'ai essayé de demander à ChatGPT de me donner des chiffres concernant la relation entre l'IA et l'écologie. Et évidemment, vous imaginez bien que ChatGPT n'a pas souhaité me répondre. Donc tout ça pour vous dire quoi ? Pour vous dire que cet enjeu écologique et de consommation électrique est extrêmement élevé, puisque Microsoft, que vous connaissez évidemment tous et toutes, songe, je crois même que c'est acté désormais, à se doter de son propre réacteur nucléaire pour ses projets d'intelligence artificielle.
Donc on vit dans un monde dans lequel les sociétés privées vont désormais monter des réacteurs nucléaires pour alimenter leur propre intelligence artificielle. Si vous êtes là aussi, je pense, c'est que c'est évident, c'est pas évident, ou c'est évident, j'en sais fiche rien, de décorréler écologie, IA et aussi emploi, puisque on entend tous parler, il y a les médias qui interviennent beaucoup dans ce prisme-là. Et moi, quand je suis allé regarder un peu sur Internet, qu'est-ce que j'ai vu, c'est que au-delà du narratif du moment, il n'y a pas un métier qui dit pas demain l'IA va prendre ma place. Je l'ai vu dans le journalisme, je l'ai vu dans l'informatique évidemment, je l'ai vu dans le juridique. Il n'y a pas un métier qui y échappe. On se pose la question, est-ce que l'IA va nous dépasser? Est-ce que les comptables vont être remplacés? Est-ce que les graphistes vont être remplacés? Est-ce que le manager dont moi je fais partie demain va être remplacé? Et tout ça, ça pose question. Et c'est important de se la poser. Et si je faisais un zoom, justement, moi, sur mon métier, et ça, vraiment, si j'ai des populations d'informaticiens, je vous demanderais vraiment de retenir cette slide et d'y réfléchir. C'est que McKinsey, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un très gros cabinet de conseil US, McKinsey, il dit quoi? Il dit que à horizon 4, 5, 6 ans, l'IA va bouleverser ses métiers, et il donne des chiffres. Il dit qu'aujourd'hui, un informaticien, un développeur, il passe 10% de son temps à faire une activité d'ingénierie extrêmement complexe. Ce truc qui est dur, on s'arrache les cheveux, c'est compliqué. McKinsey dit ça, c'est 10% de l'activité d'un développeur. Les 90 autres pourcents sont dédiés à des tâches courantes. Alors, c'est pas des tâches qui servent à rien, évidemment, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais à des tâches courantes, à des réunions, à des documentations, à des éléments beaucoup plus terre à terre. Alors, ce que dit McKinsey, c'est que les 10% demain, avec l'apport de l'IA, va devenir les 90% de l'activité d'un développeur. En d'autres termes, tout ce qui pourra être généré automatiquement le sera, et le développeur va véritablement gagner en expertise en ingénierie pour n'intervenir uniquement dans les domaines dans lesquels il a une plus-value conséquente et arriver finalement à exercer son métier d'ingénieur pur et dur. Donc je serais curieux d'avoir vos retours et vos avis par rapport à ça, parce qu'en effet, ça peut inquiéter, ça c'est évident, mais de l'autre côté aussi, ça peut renforcer le sentiment d'ingénierie, le sentiment de maîtrise, le sentiment d'expertise, pour faire en sorte d'avoir ça comme étant un assistant et s'en servir à bon escient. Donc tout le monde le fait, vous connaissez peut-être Indeed, si vous avez cherché ou pas du travail récemment, Indeed aujourd'hui rédige automatiquement les annonces d'emploi avec l'intelligence artificielle. C'est très utilisé. Donc les cancers de la peau aux États-Unis pour certains médecins sont détectés directement à partir d'une photo qu'on détecte ce qu'on appelle les mélanomes, et qu'il y a plein de sources, donc PwC aussi qui a sorti un source, et eux, ce qu'ils disent, c'est que 22% des postes en France pourraient être automatisés d'ici la fin de la décennie, 37% d'ici 2035, donc on est quand même sur un tiers des emplois, mais certains s'y opposent. On a un journal dans le Sud, alors je ne me rappelle plus trop son nom, c'est l'Est républicain, excusez-moi, je raconte des bêtises. L'Est républicain, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait début 2023? Ils se sont dit, finalement, on va remplacer un certain nombre de journalistes pour générer automatiquement du contenu. Donc les employés s'en sont offusqués, ils ont fait la grève, et évidemment, la direction est revenue sur sa décision. Donc voilà, on a pu avoir un certain nombre de velléités, mais des métiers sont évidemment complètement chamboulés. La CIA aussi, alors ça c'est important, pour résoudre ces enquêtes, aujourd'hui aux États-Unis, la CIA utilise ses propres IA. Donc on est sur une utilisation de pointe. Et moi je suis pas là pour vous faire peur. Là où j'ai des certitudes, et ça peut être un paradoxe, et je vais même me mouiller beaucoup, c'est que vous allez le voir, ça va créer plein de nouveaux emplois, plein de nouveaux métiers. Tout à l'heure, je vous ai parlé du prompt ingénieur, et je vais vous en proposer quelques-uns là pour terminer. J'ai celui qui va autour de l'éthique.
Hein. L'éthique, c'est un peu le gardien du temple, finalement. C'est celui qui va contrôler que ce qu'on a fait apprendre à notre IA, finalement, c'est la vérité. Hein. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce qui vous dit que s'il y a une IA chinoise qui sort, on lui a fait apprendre la même chose qu'une IA française? Bon, demain, si moi je veux me servir d'une IA chinoise dans mon entreprise, j'ai peut-être, en termes d'éthique, un certain nombre d'éléments qui vont troubler, que je vais devoir m'accaparer, que je vais devoir comprendre. Hein, donc ça, c'est important. Et les éthiciens vont avoir un rôle prépondérant. Vous allez voir, ça va venir au même titre qu'on a pu avoir des DPO ou des RSSI il y a quelques années dans les entreprises. Je suis absolument convaincu qu'on va avoir ces métiers-là dans un laps de temps assez court. Donc il y a le futur, ça c'est quand même quelque chose d'assez important. C'est qu'est-ce qu'on peut se dire, c'est des investissements conséquents. Je pense que si vous êtes là aujourd'hui et si Extia se plonge dans ce domaine-là, c'est que les investissements vont être faits. Goldman Sachs prévoit plus de 400 milliards d'investissements mondiaux d'ici à 2025. Et 2025, je vous le rappelle, c'est juste l'année prochaine. Maintenant, tout ça, ça doit progresser. Les IA dont vous vous servez, c'est important de vous sensibiliser là-dessus. Il y a des organismes qui sont en train de se monter, qui sont en train d'évaluer ce qu'on appelle leur modèle de transparence. Un modèle de transparence, c'est quoi? C'est lorsque vous lui demandez ce qu'il vous retourne, mais qu'est-ce qu'il en fait? Comment il le travaille? Et tout ça, aujourd'hui, nous, on a tendance à vouloir l'utiliser sans en faire fi, je vais le dire comme ça. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les meilleurs, et pour ne pas citer celui de Meta, aujourd'hui, il y a un score de transparence qui est de l'ordre de 54%. Donc, on est sur des éléments dont il faut être très, très vigilant en entreprise. À ce titre, il y a un certain nombre de personnes très influentes dans le monde, et là, vous aurez reconnu les membres du G7, qui veulent s'emparer et qui veulent éditer un code de conduite pour l'intelligence artificielle. Donc là, c'est le dernier G7 qui a eu lieu en Indonésie. C'était, si ma mémoire est bonne, au mois de novembre, mais au plus haut sommet, même pas de l'État, au plus haut sommet du monde, on parle déjà de ce genre de sujet. Et même pour vous dire, la France, la place de la France que souhaite prendre sur l'intelligence artificielle, c'est que en septembre 24, elle va devenir leader du sujet pour animer le sommet mondial de l'IA qui sera à Paris. Et voilà, la France veut devenir un acteur extrêmement fort, extrêmement influent, au même titre que le gouvernement américain que vous voyez ici à Washington, qui souhaite de son propre fait apporter sa propre régulation. Et essayer de s'accorder, quand bien même ce soit possible, avec l'Union européenne pour sortir un code de bonne conduite qui permette justement d'éviter les dérives possibles technologiques avancées et savoir qu'est-ce qu'on fait de ce sujet-là qui est inéluctable, qui va inévitablement venir dans notre vie et que certains même, et dont Elon Musk, alors je sais pas si c'est une parodie, mais en tout cas ça peut prêter à sourire, trouvent ça comme extrêmement dangereux dès lors qu'on n'y apporte pas de régulation. Voilà. Bon, au-delà de tout ça, vous l'aurez constaté, il y a des nouveautés tous les jours. La vérité de ma présentation d'aujourd'hui ne sera pas la même que demain. Si vous suivez un petit peu tout ça sur les réseaux sociaux et consorts, mais c'est une mine d'or. Moi, j'ai l'impression de me retrouver dans les années 90 avec l'avènement d'Internet. On en apprend tous les jours, il y a des nouveaux modèles tous les jours. Moi, j'ai la chance de travailler avec les architectes Google pour l'implémentation de l'IA générative pour les populations d'informatique. Tous les jours, les modèles évoluent. Tous les jours, ça apporte des nouveautés. Aujourd'hui encore, dans le modèle Gemini, dans lequel j'ai travaillé avec mes équipes, on a pu générer du code à partir de maquettes qu'on avait dessinées de façon très, très brève. Et ça, le modèle nous l'a permis aujourd'hui, ce qui était absolument indécent. Voilà. Donc, l'IA, c'est aussi du perfectionnement. Aussi bête que paraisse cette image, vous aurez reconnu qu'il y a des petits chiens, il y a des muffins. Cette image, aux dernières nouvelles, l'IA était en difficulté pour la détecter. Donc, ça va progresser. On est sur des technologies qui sont quand même relativement émergentes encore, à qui il faut laisser le temps de maturer. Et cette maturation, selon, alors je sais plus qui a sorti ça, je me le suis pas noté, mais gros cabinet de conseil, c'est pareil, qui
qui a mis en place cette infographie. Et en fait, qu'est-ce qu'elle dit, cette infographie? C'est que l'IA sera suffisamment mature à horizon 2030 pour être capable de prendre des décisions intelligemment sur la partie IT. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que eux, ils disent qu'à partir d'une expression de besoin, d'un besoin exprimé de façon quelconque, l'IA devrait être capable en 2030 de générer une application dans sa totalité sans intervention humaine. Voilà. Hein. Et sans intervention humaine, ce qui est écrit ici sur le code, c'est better than full-time developer. Ce que ça sous-entend, c'est que le minimum acceptable, c'est évidemment que ça fasse la même chose qu'un collaborateur. Et là, en l'occurrence, eux estiment qu'à partir de tout ça, ça devrait pouvoir fonctionner comme ça. Voilà. Donc il y a tout un tas d'exemples. Je vous les passe très vite. Et puis je vais conclure parce que Sixtine va me fâcher. J'ai beaucoup dépassé le temps. Moi, je conclurai ce webinaire par ma pensée qui est la suivante, c'est que l'IA va nous obliger à nous sublimer, à être meilleurs, hein, puisque globalement, tout ce qui est automatisable le sera, c'est inéluctable. Moi, je pense que ça a déjà changé nos vies et vos vies, sans doute, sur un certain nombre d'aspects. Je pense à mes étudiants avec qui je travaille avec ça et on a eu un bénéfice de dingue qui est absolument ahurissant. Je pense aussi aux environnements professionnels où les gens qui ont de l'appétence seront évidemment toujours à leur place. Il n'y a pas de souci. Moi, je vois les expérimentations que je mène avec mes équipes de développement et les gens de chez Google. Le sujet n'est même pas de remplacer les développeurs. Le sujet est de dire quel est le rôle du développeur demain. Donc là, on est sur quelque chose qui est extrêmement intéressant. On est sur quelque chose dans lequel on va apporter beaucoup plus de valeur. Et je pense qu'en tant qu'individu, en tant qu'être humain, on doit être vigilant aux dérives. Hein, tout de même, je pense à la surveillance des individus. Hein, on voit des choses assez compliquées. Je reviens sur la Chine notamment. Ça peut faire peur. Je pense aussi à la liberté de la créativité, à la création d'images, au deepfake, aux voix de synthèse qu'on voit beaucoup, qui peut emmener à beaucoup de dérives si on régule pas tout ça. Et j'aime bien d'ailleurs le patron de Google en France qui le dit qu'on est à un point d'inflexion, faut impérativement réguler et que surtout, et ça j'en finirai là-dessus, dans l'IA il n'y a rien de magique, subissez-la pas, en tout cas c'est le conseil que je vous donnerai aujourd'hui, soyez-en acteurs parce qu'il y a de la place pour tout le monde là-dedans et moi je vois des super trucs, je vois des gens qui sont totalement investis et c'est tout bonnement génial. Parce qu'au fond, l'IA, c'est quoi? C'est que des maths. Hein, c'est une révolution qui dépasse le monde du travail. Et si on l'encadre et si vous l'acceptez, si vous en faites votre allié, évidemment, ça vous sera bénéfique. Voilà pour moi.